l'obscurité profonde. Bonjour. Son éclat ne peut être assombri. Paris Sera toujours Paris, comme le chantait Maurice Chevalier. Je ne vais pas le faire mentir. Mais Paris bouge, Paris pousse surtout, Paris se met au vert. Et c'est ce Paris-là qu'on va vous offrir. Des toits-terrasses, des canopées, des herbiers, des potagers bien sûr. Vous allez voir un Paris différent qui va sans doute vous surprendre. On n'oubliera pas la gourmandise avec des nourritures locavores évidemment. Et à défaut de locavores, en tout cas 100% terroir parisien. Un sujet que connaît bien Yannick Aleno, le grand chef étoilé, qui sera avec nous, qui nous recevra sur sa terrasse justement, végétalisée. Et en parlant de végétaux, on commence par l'un des derniers parcs urbains aménagés dans Paris, à la lisière de Clichy, le parc Martin Luther King. Vous allez voir, il est particulièrement moderne, contemporain, ouvert, démocratique. Et c'est Jacqueline Hosty, la paysagiste du parc, qui nous attend dans le parc pour nous en livrer les clés. Alors je ne vous cache pas qu'on n'a pas voulu rajouter à la pollution parisienne et donc on a opté pour le Vélib parce que le Michelin n'est pas exactement le prototype d'une voiture écolo. Mais ça reste entre nous. Le parc Martin Luther King, c'est déjà 6 hectares de verdure au nord du 17e arrondissement, 10 hectares en 2018. Un mini Central Park en constante évolution depuis son ouverture en 2007, où vous allez le voir, rien n'a été laissé au hasard. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Oui. Je vous embrasse. Alors voilà. Merci de nous accueillir dans votre jardin, en quelque sorte. Mon jardin, c'est celui des Parisiens. Ouais, ah oui, j'ai l'impression qu'ils se le sont vraiment appropriés. Je crois, oui. Alors au départ, c'était quoi cet endroit? Au départ, c'était un terrain SNCF avec des rails partout. C'était une gare? C'était une gare, il n'y avait plus trop de fonctions et désaffecté quoi. Un peu désaffecté, voilà. Un terrain SNCF dont il ne reste que quelques rails. À la place, des jardins, des fontaines, des jeux, un véritable ensemble architectural décliné en 3 thèmes. Premier thème, le sport. Le deuxième thème, c'est le thème des saisons. Comment exprimer la nature et ses variations saisonnières au cœur de la ville. Et le troisième thème, c'est le thème de l'eau. Alors je crois que le mieux, c'est d'aller voir et de voir ces différents espaces ensemble. Avec plaisir. Alors là, par exemple, c'est le jardin de printemps avec tous les cerisiers. On passe sous ce vélum de... On a plusieurs essences de cerisiers. Il y a des merisiers que vous voyez ici. Et donc, ça fait tout un premier plan par rapport au bâtiment que vous pouvez voir, avec tout ce quartier qui se construit autour du parc. Oui, donc, il est très new-yorkais en ça. Hein. C'est pas un parc, comment dire, romantique comme le parc Monceau, tout en non, voilà, ondulation. il est vraiment inscrit dans son tissu urbain et très en phase. Vraiment, c'est le parc qui épouse la ville et la ville qui épouse le parc. C'est joliment dit. Si la thématique des saisons est avant tout visuelle, celle de l'eau ne fait pas seulement référence à des notions d'embellissement, mais aussi à une réponse éco-citoyenne. L'eau de pluie est récupérée via ces caniveaux et ramenée vers ce fossé humide que vous voyez qui donne... Qui est là en contrebas. Qui est là en contrebas. Et quand elle est en surplus, elle est acheminée vers une cuve de stockage où on récupère les eaux de pluie. Et cette eau, ensuite stockée, est utilisée pour l'arrosage. Recréer la nature, c'est ce à quoi s'est attachée Jacqueline. La difficulté étant d'éviter la rupture entre immeubles et espaces verts. Et pour cela, elle a travaillé sur les perspectives et les volumes. On arrive sur une butte. Alors ça, c'est les buttes qui permettent, dans un parc, il y a toujours des mouvements. C'est-à-dire que c'est une topographie artificielle qui permet de dominer une prairie d'un côté, puis de l'autre côté, on a l'espace des skateurs. Donc on a une espèce de vue comme ça qui change le fait de monter à 1,50 m, 2 mètres. On a une autre vision sur la ville, on a des points de vue sur la ville. Et puis de ce côté-là, c'est la Bronzette, c'est la plage à Paris, c'est les belvédères, c'est souvent un endroit où les amoureux aiment bien se retrouver. Voilà. Donc c'est planqué. Comment proposer différents espaces que les gens s'approprient en fonction de leur humeur. Un parc urbain, mais un parc humain. Exactement. Ça. On pourrait se donner rendez-vous dans combien de mois, combien d'années pour visiter le parc dans son intégralité? Rendez-vous en 2019. Ah oui, quand même. D'accord. Bon, on se revoit d'ici là, quand même. J'espère. Merci, Jacqueline. Merci beaucoup. C'était une balade merveilleuse. Je vais peut-être continuer de me balader, d'ailleurs, avant de reprendre mon vélo. J'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis née ici, Pas à Memphis, je suis de Paris. pas de Paris. J'ai jamais connu qu'à Callaway.
Il y a aussi du mauvais dans l'Ohio. Pour notre première recette, je vous propose de longer la Seine et d'aller vers Boulogne pour rencontrer Marie-Sophie. Marie-Sophie, elle vit sur une péniche dont elle a fait un jardin. Elle est une ancienne comédienne, mais aujourd'hui, elle est surtout raw chef, spécialiste de la raw food. Mais qu'est-ce que la raw food? C'est bien la question que je me posais. Eh bien, c'est tout simplement la cuisine crue. C'est un mouvement qui est né il y a quelques décennies sur la côte ouest des États-Unis et qui prône la consommation exclusive de produits crus. Alors il ne s'agit pas seulement de manger des salades parce que c'est une alimentation qui se doit d'être complète et équilibrée. Et vous allez voir que c'est vraiment une nouvelle façon d'envisager l'alimentation et donc de cuisiner. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you. Bonjour Marie-Sophie. Hello. Oh là là. Salut Julie. Tu es en plein jardinage. Ouais. Alors, tout à l'heure, nous parlions eau et jardin dans un merveilleux jardin parisien, mais là, c'est le jardin sur l'eau. J'ai réussi à mettre la terre entre le ciel et l'eau. Et c'est une jolie entre formule. le ciel et moi. Il y a 25 tonnes de terre sur les écoutilles de la péniche pour un jardin permaculturel. Et donc, il s'agit d'un système vertueux où on utilise toutes les ressources que la terre veut bien nous offrir, qui est favorable à la fois à l'écologie, mais aux hommes aussi. Oui. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien Là, trouver. tu es en train de faire une récolte qui est destinée à notre recette ou c'est simplement pour toi Non, dans non, ta ça c'est cuisine? pour notre recette. D'accord. J'ai voulu mettre des graines, Des pousses. une salade de moutarde un petit peu. D'accord. Salade pour de aller avec moutarde notre au pluriel, tarte à donc. l'oignon. Oui, il y a plein de moutarde. Je veux dire que la tarte à l'oignon sans cuisson, sur le papier, je me suis dit, oula, où est-ce qu'elle m'emmène? Eh ben, Donc, je te suis fais contente de confiance. t'emmener. Je suis vachement contente que tu me fasses confiance, Julie. Parce que c'est un défi. Ouais. Mais pour l'instant, c'est dans sa cuisine que Marie-Sophie m'emmène. Et nous voilà dans l'antre. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement lumineux. Ouais. Une cuisine qui, vous allez le voir, réserve bien des surprises. Car on n'y cuit absolument rien. On fait mariner, mais Oui. j'imagine qu'il y a aussi une question de taille. C'est ça? Il faut couper, il faut savoir hacher. Alors, faire mariner, c'est vachement intéressant puisqu'on peut faire tomber des épinards, simplement en les massant avec du sel. Le sel va rien cuire du tout, il va simplement péter la cellule de la plante qui va libérer de l'eau. Et ils restent comme ça, très verts, et ils ont un goût vraiment intéressant, avec une béchamel de Donc cajou. l'idée, c'est finalement de décomposer, en quelque sorte, forcément, pour que ce soit digeste, mais d'une autre façon que par la chaleur. Oui. Disons qu'il y a une transformation, mais une transformation qui est plus respectueuse. Quand on déshydrate, c'est en dessous de 42 degrés, température en deçà de laquelle les enzymes ne sont pas menacées. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une nourriture qui est vivante, on parle d'une alimentation vivante. C'est qu'elle est encore très pleine de vitalité, d'enzymes, de minéraux qui n'ont pas été abîmés. La cuisine sans cuisson ou raw food est aussi une cuisine végétalienne, c'est-à-dire qu'elle n'emploie aucune matière grasse issue de l'animal, ni œufs, ni lait, ni crème. Difficulté supplémentaire dans notre recette de tarte à l'oignon, on n'emploie pas de farine de blé car consommée crue, elle n'est pas digeste. On va commencer par faire une pâte. Donc Alors, sans farine, sans regarde. œufs, sans beurre, sous vos yeux ébahis. Non, en revanche, il faut un mixeur, ça c'est très Ouais, il important. faut un mixeur. Donc là, je vais jeter Tes sauvagement amandes. les amandes. C'est important Tu as de vu le ça, faire hein? sauvagement. Non. D'accord. Les amandes réduites en poudre, Marie-Sophie va rajouter des graines de sarrasin, elles aussi mixées, du sel, de l'huile et une touche de pâte de coco pour amalgamer et donner du goût. Et là, je mixe tout ça et ça va me faire une pâte. Ça va me faire comme un sable un peu grossier qu'on va amalgamer. Alors regarde ça. D'accord, alors là on a une pâte, Regarde une sorte ça, de comme c'est crumble. cool. Voilà, on a un crumble. Voilà. Attends, je vais mettre un plateau. C'est délicieux. C'est vrai que c'est très agréable parce qu'on a cette note de coco mais qui est finalement très légère. Ouais. Et on a surtout le côté un peu boisé de l'amande. Ah, voilà quelqu'un. J'aime bien que tu dis ça parce que c'est exactement ça. Alors là tu vas donc Voilà, je faire ton l'amalgame. fond de tarte en écrasant à la main, quoi. Il faut bien tasser. Donc Par cette contre, il faut pâte- hyper tasser. J'ai bien compris qu'elle ne partirait pas au four, mais elle va partir au réfrigérateur, je suppose, Oui. pour se solidifier. Son fond de tarte terminé, il est temps de passer à l'appareil de cette tarte à l'oignon que l'on ne cuisine pas puisqu'il n'y a pas de cuisson, mais que l'on cuisine. On va mettre les noix de cajou.
là, c'est de la levure maltée, on peut ne pas l'avoir maltée. Mais aussi de l'eau, l'équivalent de 3 cuillerées à soupe de vin blanc, du sel, 2 cuillerées à soupe de crème d'amande, 2 gouttes d'huile essentielle de muscade et si vous n'en avez pas, vous pouvez râper la coque d'une noix et du poivre. Bon, du coup, bien. Et qu'est-ce qui t'a éveillé à la cuisine crue finalement? Une rencontre? Ah, ça sent bon. Une rencontre, une saveur Le fait de voyage. faire un jeûne, et à Un l'issue de ce jeûne, après un trekking en Inde avec mes enfants, je me 2 de disais mes bien. enfants sont devenus végétariens. Ah bon? Végétariens. Et moi, je ne suis pas devenue végétarienne, mais j'ai fait un très long jeûne, à l'issue duquel il n'y a que le cru qui rentrait. Qui rentrait, c'est-à-dire que tu ne Je pouvais digérais manger que plus cru. rien. Oui. Je commence tout petit. Et là, je vais vraiment unifier complètement la crème. Voilà. Donc Et là, là, on met qu'est-ce que les c'est, oignons alors séchés. Tiens, je regarde, je vais en prendre un petit pour voir. Alors. Oignons séchés. Alors, ils sont entièrement crus parce qu'ils ont l'air bruns là. Ils n'ont pas du tout été cuits auparavant. Non, c'est juste... Non, surtout pas. Ils deviennent comme ça quand ils sont un petit peu oxydés quand même. Pas. Mais c'est vraiment plus une soufflerie qui va enlever l'eau qu'une chaleur. On rajoute un peu de miso d'orge, une sorte de fromage végétal, puis de l'agar-agar, un gélifiant à base d'algues, et 2 minutes plus tard, c'est prêt. C'est ça notamment. Voilà. Et ben, il est devenu dur. solidifié, Il comme est après vraiment une cuisson. solidifié. Ouais. Regarde déjà comme elle a pris. C'est vrai que c'est très appétissant. Elle est déjà un peu prise. Quelques petits oignons déshydratés pour agrémenter la tarte, et il ne reste plus qu'à la réserver 1 heure au frais. Pour refaire cette tarte à l'oignon, il vous faudra un mixeur ultra puissant, mais aussi dénicher des produits qui n'existent certainement pas dans votre cuisine. Pour le fond de tarte, il vous faudra 225 g d'amandes brutes, 130 g de graines de sarrasin réduites en fine farine, 65 g de pâte de coco, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une demi-cuillère à café de sel. On va mettre les noix de cajou. Et pour la garniture, 60 g de noix de cajou, 2 cuillerées à soupe de crème d'amande, 3 cuillères à soupe de vin blanc, 1 cuillerée à soupe de levure maltée, 25 g d'oignons séchés, un peu d'agar-agar et de miso d'orge, du poivre et du sel. Alors, on va goûter ça. En tout cas, c'est très joli déjà. Tu vois, on a bien la consistance d'une tarte. Ah, c'est très très bon. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de texture dans un même plat, tu vois. Il y a un vrai contraste. Il y a le côté très fondant de ta crème et en même temps, ton oignon, tu le mâches. Oui. Ta pâte, elle est vraiment croustillante. Ouais, Et ça, exactement. c'est intéressant parce que c'est vrai que ça paraît beaucoup plus difficile d'obtenir ce contraste sans cuisson. Je suis contente que tu apprécies comme Oui, ça. et j'apprécie que tu vraiment. as- Je suis très admirative parce que c'est beaucoup de travail. Tu vois, d'apprendre vraiment à transformer ces aliments. Quand je disais que c'est une grammaire, c'est ça, c'est de l'apprentissage d'une Exactement. nouvelle langue. Exactement. C'est une nouvelle dialectique avec une terminologie qui se réinvente. Je compte sur toi pour notre banquet demain, Oui, oui, oui. parce qu'on va se retrouver, tous les gens que j'aurai rencontrés pendant mon voyage ici à Paris, le Paris vert. Ouais. On va se retrouver évidemment sur un toit végétalisé. On verra s'il est aussi végétalisé que ta péniche, mais vous aurez sûrement des choses à vous dire Ah oui, j'adore. avec tous les acteurs de ce Paris vert. Et j'aimerais bien que tu puisses venir avec ta magnifique tarte. Oui, oui, oui. Global warming is getting me down. It's making the sea between us wider and deeper. Now I'm not Moses, and I don't know how to split up the ocean and drive right on over. And I'm gonna have to wait a year. On a traversé Paris, il y en a dans le Mollet, pour se retrouver ici dans le 5e arrondissement, au cœur de l'un des plus merveilleux jardins de Paris, à mon avis. En tout cas, c'est l'un de mes favoris, le Jardin des Plantes. Et on va rester évidemment dans le domaine des plantes pour évoquer une réserve botanique d'une richesse inestimable. C'est celle du Grand Herbier National, l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle, qui recèle plus de 8 millions de spécimens sur des planches, mais aussi numériques aujourd'hui. Vous allez voir, il y a d'autres façons de préserver la biodiversité de France, mais également d'autres pays évidemment. Créé en 1793, le Grand Herbier National est considéré comme le premier au monde. Derrière ces murs, à l'abri des regards, une vingtaine de personnes travaillent à la conservation et l'étude de notre patrimoine végétal, avec à leur tête le jeune botaniste Marc Janson.
voilà. Bonjour Marc. Bonjour Julie, bienvenue à l'herbier. Merci de nous accueillir, surtout dans ce pavillon prestigieux et puis un peu mystérieux aussi, parce que cet endroit n'est pas ouvert au public. Cet endroit n'est pas ouvert au public, effectivement. C'est vraiment une collection de recherche, essentiellement, donc avec une valeur scientifique exceptionnelle. Et puis aussi, pour une certaine partie des collections, une valeur historique, une valeur patrimoniale. On a aussi une très grande richesse en types. Qu'est-ce que c'est qu'un type alors? Un type, par exemple, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est une plante qui s'appelle le cotonéaster. La spécificité du type, c'est que c'est sur ce spécimen précisément que s'est basé le botaniste quand il a décrit une espèce nouvelle. C'est ce qui fait en gros un étalon, si on veut, une référence, et qui fait que la botanique est une science, puisqu'un collègue peut venir vérifier si la description est juste, et surtout si l'espèce méritait d'être traitée comme une espèce nouvelle. On décrit encore à l'heure actuelle des centaines, des milliers de nouvelles espèces de plantes tous les ans. On découvre énormément de choses. L'estimation qui vaut ce qu'elle vaut, ça n'est qu'une estimation, c'est qu'on a décrit à peine 10% du monde vivant. Donc c'est passionnant en même temps quand on fait votre métier. C'est passionnant, et ce qui se complique de nos jours, c'est qu'il y a une vraie urgence, puisque vous savez très bien que la biodiversité est menacée. La 6e crise d'extinction, tout disparaît et tout disparaît très vite. D'où la nécessité de ce travail d'ailleurs. Voilà. Donc on continue à aller sur le terrain, à collecter nous-mêmes, j'y vais, oui. Ça fait partie des plaisirs du métier. Pour moi, c'est une étape absolument fondamentale, et c'est presque ce que je préfère dans le métier, puisqu'on voit vraiment sur le terrain les plantes telles qu'elles sont. Alors les épices? Alors les épices. Conserver des épices aussi? On conserve des épices aussi. Alors on les conserve pas évidemment dans un but d'épicerie. La dimension intéressante pour les herbiers, c'est toute la dimension géopolitique, économique, toutes ces aventures humaines associées à tout le commerce, etc. Et ça rend ces collections précieuses à multiples titres. J'ai appris d'ailleurs que le mot espèce qu'on utilise pour l'argent venait des épices. Puisqu'autrefois les épices étaient une monnaie très prisée. Extraordinairement puissante, bien vu sûr, la rareté comme le des sel épices. aussi. Absolument. Alors là, il ne faut pas se tromper de rayon. Non, effectivement. Comme les bibliothèques, si c'est mal rangé, c'est perdu. Alors, on va passer. Julie, on va aller juste là-bas, regarder les spécimens que j'ai préparés. À partir c'est merveilleux, ça fait déjà rêver. de l'herbier de la je reconnais là. Ça me dit quelque chose, le massis. C'est le massis, voilà. Donc c'est la rille de la muscade. La rille, c'est cette l'enveloppe en fait, c'est ça? Cette couche qui enveloppe la graine. Et là, le massis a été extrait. Et séché. C'est une saveur assez différente. Puis je suis contente de voir que mes ancêtres ont œuvré pour la botanique. Voilà, j'ai pas sélectionné les spécimens complètement au hasard. Marc me fait découvrir les herbiers de girofle et de muscade. Des spécimens introduits en France sous Louis XV par un missionnaire du nom de Pierre Poivre qui a brisé le monopole hollandais des épices. C'est vraiment un homme fascinant. Enfin, pour moi, c'est déjà un très bel exemple de la dangerosité des voyages de l'époque, et c'est un grand visionnaire. Ces herbiers sont un véritable témoignage de l'histoire. Et là, on voit très bien que l'étiquette nous dit « Cet échantillon envoyé de Cayenne a été cueilli sur un des individus cultivés dans cette colonie, envoyé de l'Île-de-France à Monsieur Poivre, donné par lui en 1785. » Donc on est sur les prémices d'une grande aventure économique des épices. Qu'est-ce qui fait qu'à peine 30 ans, on chapeaute un navire pareil? Il y a une telle richesse et une telle diversité du monde végétal, dans tous les domaines, génétique, chimique, etc., que c'est une étape inéluctable pour préparer et pour se préparer au monde de demain, qui sera évidemment très différent sur bien des paramètres. C'est-à-dire préserver les plantes, mais peut-être aussi les utiliser. Absolument. Mais on ne peut les utiliser que lorsqu'on les connaît. Alors, la France et Paris s'intéressent à la végétation du monde, vous en êtes le bon exemple, mais la végétation vient à Paris, elle revient à Paris, et j'aimerais bien, si vous êtes disponible, que vous nous retrouviez demain pour un banquet, un repas qui va se passer sur le toit du centre Beaugrenelle, du centre commercial. Avec plaisir, je suis aussi agronome de formation, donc j'aurai plaisir à renouer avec mes racines. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu les particularités de ce jardin. Parfait, avec plaisir. Merci Marc, à bientôt, à demain. Alors maintenant, on va mettre le cap sur Ivry-sur-Seine pour rencontrer Émilie. Elle va nous cuisiner sa spécialité, le veau au paprika et au miel de Paris. Et avec elle, on va évoquer la mémoire des frigos de Paris, encore une autre partie de l'histoire de Paris. Sous le ciel de Paris fredonne une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
C'est dans ces anciens entrepôts frigorifiques qui appartenaient un temps à la SNCF qu'Émilie a grandi. Des années 20 aux années 60, une voie ferrée arrivait jusque dans ce frigo géant, principalement dédié à la viande. Depuis 30 ans, les frigos sont devenus une friche industrielle, louée par des artistes, journalistes ou encore artisans. Émilie, qui tient une table d'hôte ici, a terminé son travail. Je dois la rejoindre chez elle. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Et nous voilà chez Émilie. Il paraît qu'elle habite un immeuble qui était autrefois une usine de yaourt. C'est assez amusant. D'ailleurs, je crois que c'est le cas de pas mal de bâtiments ici post-industriels qui ont été reconvertis en habitation. On va voir ça. Bonjour Émilie. Bonjour Julie, bienvenue. Je t'embrasse. Bien sûr. Merci. Bienvenue à la maison. C'est gentil, qu'est-ce que c'est lumineux. Oui, on a des grandes fenêtres, de la hauteur sous plafond. Superbe. Ouais, on a beaucoup de chance. L'immeuble était vraiment autrefois une usine de yaourt? Oui, tout à fait, c'était une usine de yaourt, ouais. Bon, ça a été bien réaménagé parce que là, quand même, on a un esprit atelier plutôt. Et en plus, c'est prolongé par une terrasse. Tout à fait, on a une terrasse qui donne sur les voies ferrées qui vont jusqu'à la gare de Serlitz. D'accord, Voilà. Et c'est tranquille néanmoins? Oui, c'est très tranquille. Ouais. Alors en cuisine, raconte-moi. Alors, on va aller dans la cuisine. Hop là. Tout en couleur. Oui, avec des petits couteaux, des petites fourchettes. Au cas où on ne saurait pas où on se trouve. Voilà, les tiroirs. Alors aujourd'hui, recette du jour. Voilà, la recette du jour, c'est un sauté de veau au miel de Paris et au paprika. Au miel de Paris, parce que c'est un miel qui a été récolté en Île-de-France, tout à fait. Exactement. C'est vrai qu'on installe de plus en plus de ruches, notamment sur les toits. Et alors, pourquoi sauter de veau? Pourquoi cette recette? D'où vient-elle? Alors, cette recette, à l'origine, vient d'un livre de recettes russes. J'avais choisi de faire cette recette parce qu'en fait, j'avais que 2 plaques électriques pour commencer. Ah oui, d'accord. Voilà. La première année, je n'ai eu que 2 plaques électriques. Nécessité fait loi, quoi. Voilà. Mais du coup, c'était très intéressant d'avoir cette contrainte, puisque ça m'a amené à découvrir beaucoup de recettes qui se font sans four, sans grillade, voilà, sans beaucoup de choses. Tu vas bien t'entendre avec Marie-Sophie, je t'en dis pas plus, nous on se comprend, que tu vas rencontrer un peu plus tard pendant notre banquet. Tu verras pourquoi. Ok. Alors, donc c'est parti. On va prendre la viande qui est au frigo. Ouais. Alors, qui a été déjà découpée par mon boucher. Tu prends quel morceau? De la blanquette. De la blanquette, d'accord. Voilà, un morceau longue cuisson. Et avec cette viande, tu vas servir quoi alors? Alors, avec cette viande, on va servir une purée de patates douces. Émilie s'est déjà avancée avec la préparation des patates douces. Il est donc temps de faire dorer les morceaux de veau dans une huile neutre, type tournesol. Et si vous n'avez pas de marmite assez grande, eh ben faites-le en 2 fois. Ce qui est finalement presque la partie la plus importante de la recette. Faire rissoler la viande, bien la faire rissoler. Pour obtenir les sucres qui vont à la fois colorer et parfumer la viande. Exactement. En parallèle, je m'attelle aux oignons, qu'il faut émincer, mais pas trop finement. Et comment as-tu appris à faire la cuisine? C'est familial, transmission familiale? Je pense par gourmandise au début. Ouais, ça je comprends ça très bien. Tout simplement. C'est vraiment ce plaisir de recevoir pour moi la cuisine. De créer un moment de convivialité. Exactement. De partager quelque chose, d'établir un lien. C'est du domaine de l'affectif. Exactement, c'est ça. Ouais. J'aime bien cette cuisine, elle me parle. Là, on est bien sur le doré. Une fois la viande bien saisie, Émilie la réserve pour retirer le gras de la cocotte et faire griller les oignons à feu vif. 2-3 minutes plus tard, elle ajoute un peu d'eau pour déglacer les sucs avant de remettre la viande à cuire. Et donc là, on va mettre le paprika et le miel. Tu veux qu'on le mette comment? Directement sur la viande? Directement sur la viande. C'est beaucoup? Ah non, non, non. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Évidemment, le jus de la viande. Et le miel, tu le mets à la fin? Et le miel, on va le mettre maintenant aussi. Maintenant. Tu mets quoi? Une cuillère à soupe? Au moins. Alors celui-là vient de... Alors il vient de Saint-Denis. Saint-Denis qui est collé à Paris, là où il y a le Stade de France. Et on le trouve dans quelques épiceries fines parisiennes. Émilie ajoute 2 feuilles de laurier dans sa cocotte et rajoute de l'eau à niveau. C'est parti pour 2 heures de cuisson à feu doux. Ça, et nos patates douces, elles en sont Et nos patates douces, à mon avis, elles sont prêtes. Ouais, parce que ça cuit vite la patate douce. Ça cuit très vite. 10 minutes dans l'eau bouillante salée. Il n'y a plus qu'à les écraser avec un peu de beurre et de sel. Bon, on attend que ça mijote. Tout à fait. Je vais noter la recette dans mon petit carnet. Très bien. Pour
le sauté de veau au paprika et au miel de Paris d'Émilie, procurez-vous 2 kg de sauté de veau, 2 oignons, du paprika et du miel, béton ou pas, 2 feuilles de laurier, de l'huile de tournesol, du sel et du poivre. Une fois la viande bien tendre, incorporez 80 centilitres de crème liquide, puis parsemez le tout de quelques queues d'oignons émincés et de rondelles de cornichons. Oh là 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 là, cette terrasse est divine. Ton jardin urbain. Exactement. Incroyable. En plus, il n'y a c'est- personne au-dessus, c'est magnifique. Personne devant, personne au-dessus. Ah ouais. C'est très agréable. On est juste à côté de Paris. Et Paris et recèle des on a du trésors soleil. cachés. On est dehors. Ah ouais, on est bien là. Et ça, c'est très joli d'ailleurs, vraiment. Parce Mais que j'espère que ça va te plaire. c'est merveilleux. Voilà, alors l'idée c'est de presque pouvoir y aller à la fourchette. À la hein. fourchette. C'est vraiment très bon parce que à la fois c'est fondant, c'est sucré, salé, acide, C'est un peu sucré, tout à fait. un peu fumé avec le paprika. Tout à fait. Très contrasté, c'est très agréable. D'ailleurs, pour ceux qui en ont chez eux, on peut utiliser du paprika fumé, si on aime ça. Et alors parle-moi de ces frigos de Paris qui continuent d'être un lieu d'exercice pour les artistes. Oui, tout à fait. Il y a une trentaine de corps de métiers différents au sein du bâtiment. Ce sont des gens qui sont là depuis longtemps, donc bon, je connais pas tout le monde, mais on se connaît quand même tous bien les uns les autres. Et voilà, c'est une grande chance. C'est une famille de cœur finalement, c'est ça? Oui, c'est en tout cas, le lieu, c'est une véritable maison pour moi. Moi, je me régale. J'en suis ravie alors. Ah ouais, c'est le genre de plat que je vais refaire à la maison, tu peux être sûr. On est en pleine répétition de notre banquet, donc je sais pas si tu as été mise au parfum. J'aimerais bien que tu puisses être avec nous sur le toit du centre commercial de Beaugrenelle, Ça me plairait beaucoup. l'autre côté de Paris. Et pour Ouais. une fois, tu mettras les pieds sous la table. Ah, avec grand plaisir. Je serai là. C'est bon. C'est délicieux. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris. On a parlé du Paris végétal, on a parlé du Paris terroir. Eh bien, maintenant, je voudrais vous faire rencontrer un homme qui réunit les deux. C'est Yannick Aleno, l'enfant prodige de la cuisine française et parisienne, surtout puisqu'il est le chef de file de ce mouvement qui valorise le terroir parisien, s'il en est, et vous allez voir qu'il en est. Fatigué, il est 5 heures, Paris s'éveille. Et nous voilà à la Maison de la Mutualité, un lieu historique de Paris dans le 5e arrondissement, où Yannick Aleno a planté les racines de son terroir parisien. Et nous, on va grimper là-haut, sur le toit, parce qu'il paraît qu'il y a un potager. Jamais vu un panorama pareil sur Paris. Impressionnant. Salut Yannick. Comment ça va? Ah, j'étais en admiration Je sur t'ai le cueilli des paysage. blettes parce que les fleurs c'est périssable. Tiens. Ah, quel joli bouquet. Sacré entrée en matière, merci. Ça c'est bien un bouquet de chef, ça. Et ça pousse sur ton toit, là? Ouais, voilà, on a installé ce toit à l'ouverture du terroir parisien, le bistrot qu'on a fait sur la Maison de la Mutualité. En fait, ça nous sert un peu de test, de voir à quel point de maturité on doit cueillir les légumes, ce qui nous permet de donner des informations à nos jardiniers autour de Paris. Mais dis-moi, la question que ceux qui n'habitent peut-être pas Paris se posent, est-ce que Paris n'est pas trop pollué pour faire pousser des végétaux? Alors ici, les végétaux sont des végétaux qui ont été choisis, qui ne sont pas des capteurs de CO2, enfin de métaux lourds. Et la chance d'être sur des bâtiments de haute hauteur comme ça, c'est que les métaux lourds sont généralement cantonnés à une hauteur de 2 étages à peu près. Donc ici, on est à 6 mètres, il n'y a juste pas de problème. Pour ce Parisien pur souche et fervent défenseur de la consommation locavore, avec des aliments produits à moins de 200 km de chez soi, la création de ce potager urbain change complètement la donne. Quand vous trouvez une tomate et que vous la ramassez, vous la mangez immédiatement, elle n'est jamais passée par un frigo, elle a déjà une qualité extraordinaire. C'est vrai, Et encore ça une fois, entame sa qualité organoleptique que de passer par le un frigo, pour un légume, c'est quand même assez désastreux. Quel que soit le légume. Alors non, évidemment, la blette, elle va moins subir ces agressions. Une fraise, c'est même pas la peine. Et ensuite, moi, je suis convaincu que c'est une réponse écologique.
Au fil des saisons, une quarantaine de fruits, légumes et fleurs sont cultivés dans 56 jardinières. Outre la plantation d'espèces fragiles comme les tomates ou le mesclun, celle d'espèces rares ou oubliées est privilégiée. On va retrouver les artichauts de Paris, donc on en a un pied qui est là-bas et je voudrais voir ce que ça donne pour commencer à remettre l'artichaut de Paris en route. Retrouver les artichauts de Paris, c'est-à-dire vous avez retrouvé des graines, des collectionneurs qui nous ont fourni ça. Des collectionneurs. Ouais. Et donc maintenant que le réseau est fait, c'est étonnant, on reçoit de temps en temps des lettres en disant tiens j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez? L'épinard de Viroflay, on a remis en culture, la carotte ronde de Paris, l'artichaut de Paris qu'on teste en ce moment. Il y a plein de choses comme ça qui sont formidables. Si Yannick m'a accueilli avec un bouquet de bled, ça n'est pas totalement un hasard. Il m'a réservé une jolie surprise. Un frichti cuisiné sur les toits et bien sûr 100% locavore. Il y a carrément la cuisine sur le toit. Voilà. Et Amar est déjà au fourneau, tu vois. Bonjour Amar. Bonjour. Bonjour, je sais pas si on vous serre la main, le poignet, un peu tout. Tiens, Amar, je vais ramasser quelques oignons, faire l'omelette. Alors donc, au menu du jour, omelette au bled, on va faire une petite omelette au bled, voilà. Moi je suis de banlieue, je suis né à Puteaux, mes parents tenaient des bistrots à Paris, autour de Paris, etc. Et j'osais pas dire en cuisine que j'étais de banlieue, ça se faisait pas. Ah oui. Il fallait justement, il fallait avoir un rapport au terroir, le fameux C'était terroir. obligatoire, sinon vous étiez rejeté. Tu as réveillé un terroir finalement, puisqu'il existait ce terroir parisien, mais personne ne le prenait vraiment en compte. Exactement, donc on a essayé de planter ce drapeau parisien et il est important. Alors c'est quoi le geste, c'est quoi le truc? Il ne faut pas que ça colle vraiment à la poêle. Mais là j'ai l'impression que vous faites des œufs brouillés, c'est normal? Non, non. Ah non. C'est quasiment un peu brouillé, coagulé. C'est ce qui donne l'équilibre aussi dans la cuisson de l'omelette. Ah, c'est merveilleux. Puis elle est bien baveuse comme il faut. Merci Amar. Alors une omelette 100% terroir parisien, les œufs aussi viennent du bassin parisien? Tout à fait. Elles viennent de la ferme de Viltin. Oh, vous êtes parfait. Eh ben écoute, ça me met d'autant plus en appétit. Merci. Merci Amar. De rien. Flamme. Alors qu'est-ce que c'est que ce vin d'ailleurs? Magnifique. Alors est-ce que c'est un vin du terroir parisien? Parce qu'autrefois il y avait quand même pas mal de vignes. C'était même une des zones de France où il y avait le plus de vignes. Oui, ça a été arraché pour des raisons politiques. Les vignes étaient abondantes et puis c'est vrai que les gens buvaient beaucoup. Et donc il a fallu les contrôler un peu. Ils buvaient pas forcément de la qualité non plus. Non, mais bon, il y a encore des vignes à Montmartre. Il y a le vin de Suresnes évidemment que je sers ici, le vin de Buzenval. Donc rien ne t'échappe. On l'écouterait pendant des heures. Bon, allez. Santé. On trinque à la santé des Parisiens. À nous. Merci Yannick. Alors, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de retrouver. Déjà, c'est l'omelette. C'est ça. C'est de retrouver encore plus de produits. Je rêve d'un terroir parisien complètement végétalisé. Ah, c'est super bon. La cuisson est parfaite. Oh. Et comme quoi, parfois, il ne faut pas chercher à faire compliqué. Hein. Donc, grâce à toi et à d'autres acteurs du Paris végétal, tu penses que Paris est sur la bonne voie? Je pense que Paris est sur la bonne voie et je crois que c'est aujourd'hui une considération, un regard important des Parisiens et des gens qui sont proches de la nourriture et du bien manger. La nouvelle ère de la capitale. Voilà. Paris paysager, Paris végétal. Paris gastronomie et Paris paysager. Ça fait envie. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Parcs, jardins paysagers, murs ou toits végétalisés, ces dernières années, Paris se met au vert. C'est le cas dans cet hôtel du 15e arrondissement. Depuis 2014, 600 mètres carrés accueillent un potager, un verger ou encore des ruches. Un espace réfléchi et conçu par une jeune entreprise, Topager, qui s'est spécialisée dans les potagers sur le toit. On essaye vraiment d'imiter ce qui se passe vraiment dans la nature. On fait du biomimétisme, donc on essaie de reproduire des sols vraiment vivants en mettant des vers de terre dans nos sols. On remet du compost, souvent qu'on produit donc sur place avec les déchets de cuisine et les déchets aussi du jardin. Ici, on privilégie la culture de légumes anciens, de salades, d'herbes aromatiques ou encore de fleurs comestibles. Tout ce qui est frais, fragile et difficilement transportable. Le chef de la brasserie de l'hôtel, d'origine californienne, a tout de suite adhéré à cette démarche et vient d'ailleurs souvent récolter lui-même les produits. Et topinambour en fait ou pas? Oui, ils sont en train de repousser. On choisit ensemble, en fait, je lui fais des propositions de plans de culture et puis après il me dit si ça lui va, si ça lui va pas. Puis parfois, pareil, il me fait des demandes un peu plus spécifiques de ce qu'il aimerait avoir et ce qu'il a besoin pour ses plats du jour.
Si les potagers urbains intéressent certains hôtels ou les chefs comme Yannick Aleno, ils sont aussi plébiscités par un tout autre type de clientèle. On travaille aussi avec d'autres structures comme des centres de personnes âgées ou handicapées. Donc là, ça a des buts moins productifs, disons, mais plus thérapeutiques. Et ça permet aussi pour les résidents de ces centres d'avoir une activité, de jardiner, de venir à l'air libre. Remettre la nature au cœur de la ville dans l'esprit de créer ou recréer un lien social, c'est aussi un des objectifs de la recyclerie. Ouverte en juin 2014, cette ancienne gare située dans le nord du 18e arrondissement est un lieu de vie et de loisirs basé sur les 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Restaurants, espaces de travail, ateliers de bricolage, prairies sur le toit ou encore ferme urbaine composent ce lieu. Dernière innovation en date, le potager, le long de la petite ceinture. On a commencé à planter de la moutarde. Voilà, c'est de l'engrais vert, il y a plein de choses qui commencent à pousser, des fèves, de la vesque, des petits pois. Voilà, donc on teste, c'est l'année 0 du potager. Le but, c'est pas d'être dans l'hyper-production, c'est pas de faire des parcelles individuelles où chacun jardine dans son petit coin, mais de faire une grande parcelle collective et chacun jardine pour tout le monde et il y a un jardinier qui montre les gestes et qui explique voilà, l'histoire de tout ce qui pousse ici. C'est avant tout un lieu, un espace social. Une nouveauté dans ce paysage urbain qui, semble-t-il, a déjà un impact sur la mentalité des habitants du quartier. Tous les jours, je ramassais des canettes, des sacs poubelles remplis de vêtements, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Et là, de moins en moins, les gens, je pense qu'ils commencent à voir qu'il se passe quelque chose ici et qu'il faut le respecter. Le soleil s'endort sur ses chaînes, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage. On quitte un temps le domaine du végétal pour apprendre à fabriquer un millefeuille. Parce que, le saviez-vous, le millefeuille est un dessert qui a été inventé à Paris il y a plus de 100 ans. Et c'est Karine, une Parisienne de souche, qui va nous donner sa recette, qui est d'ailleurs, je crois, la recette de sa grand-mère. On reste dans la tradition avec les carnets de Julie. Et figurez-vous que Karine a transformé sa propre salle à manger en table d'hôte. Il fallait vraiment qu'on la rencontre. Bonjour Karine, c'est Julie. Bonjour Julie. Bonjour. C'est au 3 juin, Merci, à tout de suite. Ah bah voilà. Moi je sais que c'est là. Bonjour Karine. Bonjour Julie. Je vois que tu annonces la couleur dès le départ. Voilà. Je ne me suis pas trompée d'endroit. Hop. Oh, c'est drôlement joli. Donc c'est ici, dans ton appartement et dans ta salle à manger, que tu reçois tes hôtes, on peut dire ça. Exactement, voilà. Si moi, demain, j'avais envie de transformer mon appartement comme toi en salle à manger occasionnelle, je suppose qu'il faut quand même une licence. Tu peux pas recevoir des gens comme ça du jour au lendemain en ouvrant tes portes et en mettant une plaque en bas. Oui, effectivement. En fait, moi, j'ai la chance d'habiter dans un immeuble qui bénéficie de la double affectation. Commerciale, exactement, et habitation, ce qui m'autorise à y travailler. Alors moi, j'aimerais bien connaître ton fameux millefeuille. Je mets un tablier ? Oh, et puis alors Paris jusqu'au bout des ongles. Ça me va bien, j'adore. Là, on part sur la recette vraiment traditionnelle, telle qu'il avait été créé justement à l'origine. C'est-à-dire crème pâtissière. C'est-à-dire crème pâtissière, 3 couches de pâte feuilletée, crème pâtissière. Appartement parisien oblige, c'est dans le salon de Karine que nous allons réaliser la recette. Alors Julie, est-ce que je peux me permettre de te donner... par le passe-plat. C'est mignon ça. Voilà, Merci. la petite pâte. Ça, c'est la pâte feuilletée. Karine a pris de l'avance et déjà découpé 3 carrés de pâte de 2 mm d'épaisseur. Je vais légèrement humidifier les bords pour éviter qu'elle ne boursoufle sur les bords et pour lui éviter de brûler aussi parce que les bords ont tendance à un peu plus cuire que le centre. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. C'est un bon truc ça, le coup de l'eau sur les bords. Saupoudrer généreusement de sucre semoule, puis déposer sur la pâte un papier sulfurisé ainsi qu'une plaque à pâtisserie pour éviter qu'elle ne gonfle trop à la cuisson. Les 3 plaques de pâte peuvent désormais passer au four, l'une après l'autre, pendant 20 minutes à 180 degrés. Pour la crème pâtissière, Karine a déjà réservé 8 jaunes d'œufs, dans lequel j'incorpore le sucre, mais pas seulement.
Voilà. Sucre, mais vanille aussi, j'ai l'impression. Alors, exactement. En fait, j'ai pris 2 gousses de vanille. Il y en a une qu'on utilisera pour aromatiser le lait, que l'on va faire bouillir. Et l'autre, je l'ai utilisée pour aromatiser le sucre. Voilà. Et ensuite, on va blanchir nos œufs. Voilà. Tu veux peut-être que j'aille faire bouillir le lait, ça Ah va bah nous manquer. volontiers. Je C'est veux ça bien. Ah non, Merci ça y est, je suis beaucoup. comme chez moi. Alors. Donc là, tu utilises un lait demi-écrémé ou entier? Ah non, moi j'utilise toujours du lait entier. Une fois la farine et la poudre à crème incorporées au mélange sucre, œuf, vanille, Karine me rejoint dans la cuisine. Moi, je crois que je suis pas mal là sur le lait. Hein. Bah super. Là, il est au bord de l'ébullition. Ah bah alors. Il frémit. Allez hop, c'est parti. Je te laisse. À 2, c'est plus Merci. facile. quand Ah même. ouais, là c'est super. Et ta grand-mère cuisinait beaucoup alors? Alors ma grand-mère cuisinait pour nous tous les dimanches. Je me souviens, elle faisait un fondant au chocolat qui était divin. On en raffolait avec ma petite sœur. Et je le fais toujours, je continue à le faire. Tu as perpétué les souvenirs d'enfance. Voilà, c'est ça, c'est sympa. Encore ou on met tout? Ah oui, on peut tout mettre. Ouais, merci beaucoup. Chauffer le mélange à feu doux dans un premier temps. Ça a bien épaissi là. Voilà, ça a bien épaissi. Alors l'idée c'est quand même de la faire bouillir au moins 3 minutes. Pour que les ingrédients fusionnent complètement. Exactement. La crème a un peu refroidi, il ne reste plus qu'à l'enrichir avec du beurre pour plus d'onctuosité et de brillance, mais aussi 3 cuillerées à soupe de rhum. 3-4. Ah bah là, c'est des bonnes. Là, c'est des bonnes, hein. Mais c'est bien, ça a donné du goût. Un millefeuille à consommer avec modération. De toute façon, ça va s'évaporer un petit peu. Donc on va la filmer et puis ensuite on va la placer au frais. Au frais. Bah, moi, je vais en profiter pour écrire la recette, en tout cas, les ingrédients sur mon petit carnet. D'accord. Ok, Super. Je m'installe à côté. Pour réaliser le millefeuille de Karine, il vous faut 3 plaques de pâte feuilletée de 20 sur 30 cm. Et pour la crème pâtissière, 1 litre de lait entier, 45 g de farine, 45 g de poudre à crème, 8 jaunes d'œufs, 200 g de sucre, 2 gousses de vanille, une pour le sucre, l'autre pour le lait, 20 g de beurre et 3 cuillerées à soupe de rhum ou de kirsch. Pour le glaçage, vous aurez besoin de 250 g de sucre glace, 75 centilitres d'eau et enfin de 60 g de chocolat. Maintenant que les 3 pâtes sont cuites et la crème refroidie, il est temps de monter le millefeuille en superposant les couches de pâte et de crème. À la façon des grands chefs pâtissiers. Ah bah quand même, non mais c'est une recette assez complexe. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, pas une recette ménagère. c'est compliqué et puis c'est long, il faut vraiment être patient en fait. Et là, je suppose que je te donne la Merci deuxième beaucoup. couche. Voilà, on va assembler. Déjà, c'est gourmand, hein, ça donne envie. Hein. Tu fais des petits choux finalement. Là. Voilà. Alors, eh ben maintenant, on va mettre le dernier niveau. On va mettre le dernier niveau. Et le fondant. Et le fondant, exactement. Voilà, donc là, on va verser le fondant. Alors, on y va franco, hein. On verse généreusement. On peut aussi éviter le fondant et Ah mettre bah, une bonne complètement. couche de sucre glace comme on le voit faire souvent. Exactement. Et la petite décoration en chocolat, la fameuse petite déco qu'on voit sur les millefeuilles traditionnels. Donc je te propose de la faire et une fois terminée, je t'apporterai. Ah bah avec plaisir. Bon, c'est pas très loin. On t'attend à Beaugrenelle, au-dessus du centre commercial, la Avec grand canopée plaisir. végétale, ça fait rêver. Joli. Et on pourra savourer ce millefeuille et plein d'autres choses, tu vas voir, original. Je Avec t'embrasse. plaisir. Merci Karine, merci de ton accueil. Alors je te laisse ton tablier quand même, il est joli mais bon, il est à toi. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie, d'art et de liberté éprise. Elle s'est fait prendre, elle est prise, elle va mourir quoi qu'on en dise. Et voilà. Maintenant on est dans le 15e, toujours le long de la Seine, et on va découvrir le nouveau centre commercial Beaugrenelle. Sur son sommet a été planté, mis en herbe, un toit végétalisé comme on dit aujourd'hui, et c'est sur cette herbe qu'on va faire en l'occurrence notre pique-nique.
jardin dans la ville. Bonjour Anne. Bienvenue. Bonjour. On a vraiment la confrontation du végétal et de l'urbain là. Un champ en plein Paris. C'est ça. C'est un jardin qui représente 7000 m² de toiture végétalisée. Vous avez dû acheminer beaucoup de terre quand même, Oui, non? on a 40 cm de terre de manière à pouvoir recréer un milieu hospitalier. Une plateforme verte à 30 mètres de hauteur, de la taille d'un terrain de football, où ruches et prairies végétales sont un nouveau refuge pour les merles, les mésanges ou les moineaux. Un toit décidément hors du commun. Il est temps d'aller rejoindre mes invités qui nous attendent pour un pique-nique sur l'herbe. Salut. Salut Émilie. Ça va? Et bonjour Marc. Il ne manque plus que Marie-Sophie, notre raw chef, et Karine avec son appétissant millefeuille. Et bienvenue Marie-Sophie, bonjour Karine. Salut. Alors, l'avantage avec la cuisine de Marie-Sophie, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser la question de savoir comment on va réchauffer. Installez-vous, tiens, mets ça là. Est-ce que tu veux un verre de vin rouge, Karine? Ah, volontiers. C'est un cri du cœur. Seul homme de ce banquet, Marc s'est naturellement proposé de gérer le service du vin. Bon, et à la santé du Paris vert alors, Pour commencer, nous allons déguster la tarte à l'oignon 100% crue de Marie-Sophie. Est-ce que vous auriez pu deviner que c'était un plat entièrement cru? Non, je crois pas, non. Non. Il n'y a rien qui trahisse. Sauf qu'elle ne peut pas être servie très chaude. Moi-même, je m'y serais laissé prendre, tellement les saveurs de cette tarte à l'oignon sont étonnantes, sans parler de la salade d'herbe qui l'accompagne. Et là, sur les fleurs, c'est un mélange de choux. Il y a du mibouna, il y a de la karachi, un petit peu de tout. Et là aussi, c'est un goût un peu de pollen, un peu jaune, un peu sucré. Et en même temps, on sent les notes un peu chou. Moi, j'adore ça. Non, C'est ça la karachi? La karachi, c'est ça. C'est bon, ça, ouais. Un plat 100% végétal dans un lieu 100% végétal, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, on en revient aux essences qui ont été plantées ici. J'imagine que vous aviez quand même un cahier des charges avec certaines essences plutôt que d'autres. Ce sont des essences régionales, vraiment. Il y a 40 000 végétaux qui ont été plantés. Beaucoup de graminées. Plus on va installer de toiture aussi, et plus on aura de richesse et de biodiversité qui se développera à nouveau, quoi. Et puis on laissera la liberté aux espèces de se développer sans forcément venir contrôler exactement la pureté des choses. D'autant que Paris, finalement, ça va très vite. même si évidemment l'air est un peu pollué, ne serait-ce que par les gaz d'échappement, mais par ailleurs, il n'y a pas de produits phytosanitaires comme à la campagne. Donc, c'est un mal pour un bien. Les abeilles, je trouve qu'elles sont bien meilleure santé. C'est vrai, les abeilles sont en meilleure santé? Ah oui. On a 6 ruches. On est sur une production d'environ 150 kilos par an, c'est ça. Ça tombe bien parce que Émilie a utilisé du miel de Paris pour son plat. Exactement. Miel de Saint-Denis pour être précis. Exactement, du miel béton. Oui, du miel de béton. Ils ont bien trouvé leur nom. Alors, oh là là, mais tu fais à l'assiette? Mais ma oui, pauvre. Alors, sauté de veau au paprika au miel de Paris. Voilà, au miel de Paris et au paprika. Et à la crème. Légèrement crémée. Voilà, légèrement crémé. Bouillon crémé. C'est très bon. Le léger goût sucré du miel, très subtil. Voilà, dans le petit bouillon, c'est un petit goût sucré. Quelles études faut-il faire pour devenir potageuse? Il faut être passionné, je pense. Moi, j'ai étudié dans différents domaines et ça m'a amené finalement à l'agriculture urbaine, mais c'est plus l'expérience et d'être sur le terrain. Comme toi d'ailleurs, finalement, qui a pris des chemins de traverse. Ah oui, c'est que des chemins de traverse, mais surtout du hors-piste. Mais dans ce pique-nique atypique, ce que tout le monde attend, ce sont les desserts. Paris n'est-elle pas la capitale des becs sucrés? Au menu, le millefeuille de Karine, mais aussi plusieurs gourmandises concoctées par Marie-Sophie, dont un opéra à base de chocolat et d'oléagineux. Et là, on a vraiment les 7 couches de l'opéra et les 2,5 cm, comme si la syntaxe était purement, intégralement respectée et en même temps le protocole bouleversé. Vous êtes les premiers à manger cet opéra, je vous dis quand même. Merci du privilège. Oui, en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Alors toi, c'est un millefeuille avec lactose, avec de la farine, avec du lait, avec du beurre. C'est ça, avec du beurre, avec du lait. Mais je vais me précipiter dessus, tu vas voir. Moi, vous nous avez gâtés les filles, hein. C'est délicieux, vraiment. Vraiment bravo.
L'opéra, c'est troublant. C'est de ressemblance. Bien sûr, c'est pas pareil, mais... Voilà, le prochain pique-nique avec une cuisine au miel de Beaugrenelle. Génial. Magnifique. Hein. Je vais le donner à ma voisine parce que je sens que... Ah oui, ça, je suis très Il était très convoité. Ah, il y en a un pour tout le monde. Oh, c'est trop mignon. Bon, bah voilà, alors. Et donc, c'est du miel de tilleul. Oh là là, merci les abeilles. Bon, ben, on va devoir fermer la page de ce nouveau chapitre des carnets verts. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas, ça m'a ouvert des horizons, c'est le cas de le dire. On a pris de la hauteur, on a pris peut-être aussi de la distance, de l'avance sur notre époque, puisque c'est bien la preuve que dans une zone aussi fortement urbanisée que celle de Paris, eh bien, on peut vivre dans la verdure, on peut s'en inspirer, on peut lui faire de la place, on peut s'en nourrir aussi, et elle peut participer au bien-être et au vivre ensemble. Alors, continuons de cultiver nos jardins, que l'on vive en ville, sur un toit ou à la campagne. Salut! Paris sera toujours Paris. Je vais pas faire marge, je recommence. Je suis pas sur la bonne vitesse. Je sais pas comment on fait pour changer les vitesses. Pour moi, peser, il y a un tout petit côté coitus interruptus. Tu prends, tu... Ouais, je comprends. Ah, là, c'était un exactement. exactus. Est-ce qu'il n'y a pas un tablier? Moi, j'appelle ça un débardeur. Je pense que c'est plutôt pour les enfants. Pourquoi j'arrive pas à pédaler je pédale dans la semoule, tu vois, c'est dans le vide. Peut-être... Ah, non, non plus. J'ai pris. C'est ça. Moi aussi, je fais des bêtises.